Merci Bénédicte. Rebonjour à toutes et à tous. Je suis à la fois tenté par faire mon intervention en me détachant de mon papier en écho à ce qu'on vient d'entendre. C'est un peu la tentation que j'ai, tout en montrant dans mon propos les points qui me font réfléchir sur le phénomène de radicalisation. Alors, on aurait pu aussi écouter l'intervention de Patrice Broder et Wael Salah après la mienne, mais ça aurait donné l'impression qu'on passe de l'islamologie à l'islamologie appliquée et de l'islamologie appliquée à l'islamismologie appliquée. Donc, du coup, je vais résister à cette tentation-là, et puis vous dire pourquoi, dans le cadre que nous nous sommes fixés, que je me suis fixé, c'est plutôt le concept d'islamologie appliquée qui me sert comme cadre de référence, sans oublier toutes les interférences, toutes les interactions avec l'islamismologie appliquée. Et c'est dans le débat, mais je pointerai, où je dirai les points de coïncidence et parfois de résistance par rapport à tel ou tel aspect. Il est vrai que depuis la montée de la violence au nom de l'islam, on est plus occupé de ces questions-là. Et la question, c'est de voir un peu d'où ça vient. Et il est vrai que très rapidement, on a eu deux types de réponses. Une réponse plutôt sécuritaire. Et c'est cette réponse-là qui nous semble éloignée de la réalité du terrain, mais aussi une autre direction, une direction que j'appelle cognitive. Comprendre le phénomène pour pouvoir le nommer. Et il est vrai que parfois la force de l'enracinement idéologique de ceux qui commettent ces attentats, de ces radicalisés, conduit à apporter une attention particulière à la place du savoir dans la déconstruction, y compris de ces phénomènes de radicalisation. Donc, il est vrai que la réponse sécuritaire ne permettait pas de contenir ni de comprendre le phénomène en lui-même. Mais pour moi, la question que je vais essayer de traiter, qui est sous-jacente à ce propos-là, est de s'interroger sur la nature de ce savoir. Quel type de savoir permet de mieux comprendre? Est-ce que c'est un savoir historique, donc on a besoin de l'histoire des idées? Est-ce que c'est un savoir politique, géopolitique, économique, islamismologique, enfin pour intégrer toutes ces dimensions-là? Et quelle place tient l'islamologie, et notamment l'islamologie appliquée, telle que Harkoun, et ça vous l'avez cité, qui dès 1984, dans son livre Critique de la raison islamique, va solliciter comme un cadre conceptuel pour mieux comprendre ce phénomène-là. Donc il va déjà la distinguer de l'islamologie fondamentale. Donc déjà, on a une première distinction entre islamologie fondamentale et islamologie appliquée. Alors, toujours dans mon introduction, dans une réflexion sur l'objet lui-même, il est vrai que deux remarques s'imposent. Déjà, le terme islam, on l'a dit, ça peut être conjugué au pluriel, mais qu'est-ce qui recouvre au juste? Quel est son périmètre? Et même l'islamologie, du coup, quel est son périmètre? L'islamologie appliquée, quel est son périmètre? L'islamismologie appliquée, quel est son périmètre? Sans oublier, et deuxième remarque, toujours méthodologique, introductive, c'est que depuis les années 70, la question de la place du texte coranique est au cœur de toutes les réflexions, y compris dans l'application des méthodes historique, linguistique, critique, l'intertextualité. Donc on voit aussi apparaître ce point-là sur lequel je reviendrai dans mon topo. Donc je ne nierai pas, et c'est vrai qu'en France comme en Europe, toutes les dynamiques engagées cherchent à s'ouvrir et faire interagir les différentes disciplines. Et ça c'est nécessaire, et je rejoins tout à fait mes collègues canadiens là-dessus, à la fois la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, les sciences politiques, linguistiques. Et il est vrai que toute cette diversité, elle est absolument fondamentale. Mais j'essaierai de pointer
Par rapport à cette islamologie appliquée, que je définirai dans quelques minutes, ce qui me semble être le critère et le point d'attention majeur, donc je dirais au cœur de tous ces phénomènes-là, qu'est-ce qui me paraît être le plat de résistance, sans lequel on risque à chaque fois d'être à côté, y compris parfois au risque de ne pas réduire, comme vous l'avez dit, l'islam à l'islamisme. Donc le risque, c'est de les extérioriser. C'est ça que je pointe, et sur le point sur lequel je reviendrai. Je procéderai en deux temps. Un premier temps où je reviendrai sur les cadres de référence, et là principalement l'islamologie appliquée. Et dans un deuxième temps, je le ferai, mais en moins bien que mes collègues, une application concrète par rapport à la question des sources. Donc, on est bien conscient de la pluralité et de l'importance de ces disciplines par rapport à une démarche monodisciplinaire. Mais au fond, qu'apporte l'islamologie appliquée et qu'est-ce qu'elle pointe et ce que je voudrais mettre en avant, y compris par rapport à un regard d'islamismologie appliquée plus large. D'abord, rappelons les définitions déjà amorcées par le professeur Broder. L'islamologie appliquée est au fond une recherche qui prend en compte toute la complexité du champ du savoir. Donc, en quelque sorte, ça peut regrouper, intégrer, y compris les phénomènes d'islamisme. C'est la raison pour laquelle je continue à l'utiliser comme un cadre global, même si, je le concède, elle ne couvre pas complètement tous les acteurs de l'islamisme. Mais elle montre surtout, et c'est là où je voudrais souligner, l'imbrication des domaines du savoir. En fait, ce n'est pas uniquement de la pluridisciplinarité, c'est ce qui a été justement dit, c'est de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire une imbrication du savoir et qui se croise et qui oblige à chaque fois de repositionner qu'est-ce qui donne à penser au cœur de cette réalité, la dimension systémique du phénomène. Au fond, tout est lié, y compris ce que mes collègues considèrent comme relevant de l'islam et de non pas de l'islamisme. Et à mes yeux, y compris à ce niveau-là, c'est lié. Il y a une dimension systémique que bien sûr la seule dimension disciplinaire, sociologique, politique, anthropologique, historique ne permet pas, donc il faut décloisonner les dimensions, mais il y a un deuxième aspect lié à cette connexion, c'est le caractère absolument fondamental à prendre en compte concernant la critique des sources. Et c'est là où je voudrais mettre l'accent au cœur de l'islamologie appliquée qui prend en compte toutes les disciplines et qui empêche le cloisonnement des savoirs. Quelle place aborde ou quelle place on réserve à la critique des sources. Or, ce que n'a pas vu l'islamologie fondamentale classique, et ce sur quoi on pourrait alerter l'attention quand on est dans le domaine de l'islamismologie appliquée, c'est la place de la doctrine et surtout l'analyse critique de la doctrine et des sources. Au fond, si on écarte ce domaine-là et on s'attache uniquement à l'analyse des discours de fondateurs d'idéologie politique, qui est absolument nécessaire à faire, on risque, me semble-t-il, de ne pas suffisamment éclairer ce qui peut être sous-jacent à cette critique de discours liée à la place qu'accordent, y compris ses fondateurs, à la doctrine elle-même, au texte de référence. Pour moi, c'est là la colonne vertébrale, c'est quelle utilisation on fait, quelle mobilisation, quelle légitimation on fait au nom des textes de référence sources, que ce soit le Coran, la tradition prophétique, ainsi de suite. Et pas seulement les figures fondatrices des mouvements extrémistes. Donc c'est au cœur de cette analyse des figures fondatrices
comme ça a été cité, donc du coup je le reprends, Hassan el-Banna par rapport aux frères musulmans. Bien sûr, c'est important de contextualiser, mais il me semble plus important encore pour comprendre la radicalisation qui légitime la violence au nom de la religion, ici l'islam, il faut voir quelle approche on a des sources fondateurs, mobilisation du texte coranique ou mobilisation des textes de la tradition prophétique. Et il est vrai que cette islamologie appliquée, en sortant de ce qu'on pourrait lui reprocher à l'islamologie classique, à l'orientalisme, des discours plutôt aimables ou des discours de peur, enfin homophobie ou islamophilie, enfin vous prenez les choses comme vous voulez. D'ailleurs le schéma que vous avez souligné est très intéressant, mais par-delà ces dimensions-là, il s'agit de sortir du fait de savoir si ça augmente, permet de croire ou de douter. On n'en est plus véritablement là quand on aborde la question des sources, mais de voir comment ces sources-là sont-ils véritablement au cœur. Et justement, j'arrive à mon deuxième point. Pour vous montrer que c'est véritablement au cœur de toutes les démarches, je vais faire la démonstration in situ, si je puis dire. Et toujours avec mes cadres de référence par rapport à Mohamed Harkoun, que je voudrais solliciter encore une fois, qui lui-même considère que le véritable problème des idéologues, y compris des mouvements islamismologiques ou avant, ces problèmes viennent de la clôture théologique, donc doctrinale, que Mohamed Harkoun situe à la fin du Xe siècle, début du XIe siècle. Donc c'est cette cloîture, ce cloisonnement canonique, doctrinal, qui va conduire à cette fermeture qui va devenir officielle de façon implicite. Et donc du coup, qui va courir, y compris dans les imaginaires communs. Donc en témoigne pour Harkoun le rapport au livre coranique qui condense désormais tous les niveaux, à la fois comme étant la parole de Dieu, la mère des livres, comme étant la transmission orale faite à Mohammed, mais aussi le Coran comme un texte écrit. De ce fait-là, tout va devenir condensé à ce niveau. Et il est vrai que dans cette condensation-là, pour Mohamed Harkoun, il y a un problème majeur, et c'est là le nœud de l'ensemble. Alors, il est vrai que dans un livre, et là je le cite rapidement, paru en 1989, un livre sur l'islam, Harkoun invoquait deux raisons majeures pour expliquer tout le blocage. Et il me semble que c'est ce blocage-là qui est sous-jacent à ces phénomènes d'islamisme. Et c'est la raison pour laquelle je les lis à ma problématique, à la radicalisation. Il dit ceci, c'était en 89. Il est regrettable que la critique philosophique des textes sacrés telle qu'elle a été appliquée à la Bible et aux évangiles, sans entraîner de conséquences négatives pour la notion de révélation, continue d'être refusée par l'opinion musulmane. Les travaux de l'école allemande continuent d'être ignorés et les érudits musulmans n'osent pas reprendre une recherche qui ne ferait pourtant que renforcer les bases scientifiques et l'histoire du Mus'haf et de la théologie de la révélation. Et c'est là le point focal. Il dit, les raisons de cette opposition sont politiques et psychologiques. Politiquement, le Coran joue pour les nouveaux États un rôle d'instance de légitimation, d'autant plus indispensable que les mécanismes démocratiques sont absents. Psychologiquement, la conscience musulmane a intégré depuis l'échec de l'école mu'tazilite au sujet du Coran, le Mus'haf, c'est lui qui le dit, créé la croyance que toutes les pages reliées en un Mus'haf contiennent la parole même de Dieu, le Coran écrit, étant ainsi identifié au discours coranique, au Coran récité, qui lui-même est l'émanation directe de l'archétype du livre. Vous voyez, donc du coup, il pointe ces deux raisons-là. Alors, depuis 89, et pour faire ce référentiel 30 ans plus tard, en 2019, on a vu apparaître le Coran des historiens,
Et il est vrai que ce Coran des historiens qui fait date, notamment dans le monde francophone, parce que c'est vrai que les recherches n'ont pas commencé en 2019, depuis les années 70, ça s'est beaucoup déployé, mais pour une première fois, on a une synthèse avec 3000 pages qui résume cette approche-là. Et justement, ça serait intéressant de voir les raisons de blocage parfois de la réception de ce type de texte, je dirais, ne serait-ce que dans les milieux francophones, pour montrer la place de l'idéologie derrière. Et il est vrai que le blocage constaté par Harkoun quant à l'appréciation positive des travaux sur le texte du Coran sont assez justes. C'est-à-dire, dans les années 1980, la raison politique invoquée reflétait la situation géopolitique de la majorité des pays à référentiel musulman en proie au régime autoritaire, toujours avec un référentiel musulman. La quasi-totalité de ces pays était prise entre un régime politique autoritaire et des idéologies islamistes de type frères musulmans ou wahhabites. Et pour éviter la critique de nature religieuse, takfiri, les régimes autoritaires renforçaient leur légitimité avec des instances de régulation qui leur sont affiliées. Et il est vrai que pour éviter les troubles à l'ordre public et la légitimation par le religieux, ces régimes-là cantonnaient le religieux, qui va ressurgir 30 ans plus tard. Dans les années 80, l'analyse d'Harkoun était juste, mais les raisons semblent encore plus profondes. Certains musulmans vivant en dehors de ce contexte politique manifestent une profonde résistance. Donc ce qu'il dit sur les régimes politiques extérieurs, exogènes, pour reprendre le terme, bien sûr c'est toujours important. Mais néanmoins, on peut quand même faire le constat suivant, c'est que la radicalisation menant à la violence au nom de l'islam n'est pas propre à des milieux où des régimes politiques autoritaires sont là. Donc il y a quand même des raisons encore plus profondes, me semble-t-il. D'où l'examen de la deuxième raison que Harkoun invoque sur le plan plutôt psychologique, renvoyant au statut du Coran. Et c'est là, à mon avis, que la question est encore plus profonde. Lui-même le fait remonter au 9e, 10e siècle, et toute cette problématique autour du Coran incréé. Ça reste vrai. Et il est vrai que psychologiquement, il y a un rapport au texte, un rapport aux sources, quel que soit le niveau de responsabilité et quel que soit le degré du rapport aux sources qui reste à travailler. Néanmoins, ce que Harkoun ne développe pas, mais qui est sous-jacent à son analyse, c'est que la défaite des Mu'tazilites signe la prééminence de la figure prophétique et de ses caractéristiques dessinées à ce moment-là. Donc il y a un lien que je lis dans ce travail, dans ce rapport aux sources, y compris les sources prophétiques. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard dans l'histoire de la construction du savoir qui va accompagner les sciences islamiques que la collection des hadiths va prendre forme à ce moment-là. Donc du coup, et vous voyez là où est-ce que je veux en venir, c'est que sans le travail sur ces réalités-là, on ne comprendrait pas réellement ce qui fait basculer dans une forme de littéralisme, par exemple, légitimant la violence au nom d'un texte de référence. Et d'ailleurs, ça serait intéressant, mais je ne sais plus combien de temps il me reste, et je vais peut-être abréger un peu mon topo. J'ai analysé dans les milieux francophones les lieux de résistance à la réception du Coran des historiens. Et c'est très intéressant de voir, de pointer qu'au fond, ce qui surgit, c'est la place de l'histoire, c'est le rapport à l'histoire, c'est le cloisonnement de l'histoire. Donc du coup, la construction du savoir à travers la réalité historique. Outre le fait qu'on va décrédibiliser les chercheurs, ça je passe rapidement, mais
j'ai lu à plusieurs reprises le fait que, par exemple, on n'a pas besoin d'une critique historique parce que déjà l'histoire liée à la figure prophétique donne une profondeur historique au texte coranique. Donc il n'y a pas besoin d'une approche historique. Donc vous voyez, c'est dans ce cadre-là qu'il me semble que le point aveugle pouvant éclairer l'ensemble des dynamiques. Et c'est à ce niveau-là que je voudrais conclure en mettant en écho, bien sûr, à la fois les dynamiques islamologiques engagées, islamismologiques engagées. Ce que je retiens, c'est l'importance désormais de croiser ces regards disciplinaires. Sans cela, la radicalisation échappera au radar, si je puis dire. Donc ça c'est vraiment important. Il faut continuer à travailler ensemble. Mais le deuxième point que je retiens, cette radicalisation menant à la violence au nom de l'islam ou de n'importe quelle religion ne puisse pas sa raison d'être ou sa légitimation dans des vecteurs extérieurs ou exogènes. Sa raison d'être est d'abord dans un rapport à des réalités endogènes accélérées par des facteurs exogènes. Enfin, c'est là où on pourra peut-être ajuster nos regards. Et puis la troisième conclusion à laquelle je voudrais aboutir, c'est que sans la critique des sources intégrées dans un savoir partagé, la menace d'une radicalisation menant à la violence restera présente. Je vous remercie.